Est-ce une indépendance en carton ou la naissance d'une nouvelle république? La Catalogne, en tout cas, a déclaré son indépendance. Madrid promet la reprise en main de la région. Comment tout cela va se passer avant des élections qui ont été fixées au 21 décembre prochain? C'est ce qu'on va décrypter avec nos invités. Zoraïda Carandel, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'Espagne contemporaine, professeur à l'Université de Paris-Nanterre. Rosa Alonso, c'est peut-être pas tout à fait le bon accent. Alonso. Voilà, vous le faites beaucoup mieux que moi. Avocat au barreau de Paris, secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol en France. Avec vous, on va donc essayer d'y voir clair sur une situation qui peut quand même apparaître un peu confuse, en tout cas pour nous, de loin. Premier élément sur lequel je voudrais qu'on revienne très concrètement, c'est ce fameux article 155 dont le Sénat hier a détaillé un peu les mesures. On va en prendre quelques-unes de ces mesures pour les commenter. Dans ces mesures, il y a la destitution des responsables politiques, la dissolution du Parlement, une élection, on le disait, fixée le 21 décembre prochain, on y reviendra, et puis la reprise en main de la police avec la destitution du chef de la police. Je voudrais qu'on commence par cela. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'on craignait une rébellion de la police? Non, cela signifie qu'il y avait deux corps de police agissant en Catalogne, les Mossos d'Esquadra d'un côté, donc c'est là que la mise en main des Mossos d'Esquadra se produit, et d'autre part la Guardia Civile qui est, disons, la police au niveau de l'État. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on craignait que la police locale... Ça veut dire que la police locale a été accusée d'obstruction à la garde civile et de faciliter la tenue d'un scrutin illégal le 1er octobre. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on craignait, parce qu'on entend beaucoup ça, le terme de désobéissance civile ces derniers jours? Est-ce qu'on se dit qu'en ce moment, les fonctionnaires pourraient ne pas respecter les consignes de Madrid? Ce matin encore, la consigne de la police catalane a été de demander aux agents policiers de ne pas prendre parti entre Madrid et Barcelone. C'est précisément un peu ce qui s'était passé lors du mois de septembre et lors du mois d'octobre. C'est-à-dire que pourquoi on a voulu faire cette reprise en main de la police? Tout simplement parce que le chef de la police a été mis en examen, il faut le savoir, par un juge concernant son attitude lors des événements qui se sont déroulés juste avant le 1er octobre, et notamment l'attitude extrêmement passive, pour pas dire l'absence de réaction totale des Mossos d'Esquadra de la police régionale face à des troubles de l'ordre public qui menaçaient des agents de la garde civile, si je me souviens bien, qui faisaient une perquisition au sein du ministère de l'économie catalan, pour simplifier. Donc il a été mis en examen officiellement. Le gouvernement régional catalan avait décidé de le maintenir en place en disant qu'il avait toute sa confiance, mais là on observe que s'il le maintiennent en place, c'est qu'effectivement il y a une raison et qu'il y a probablement une communauté de vues politiques entre le chef de la police régionale catalane et le gouvernement catalan, alors qu'il n'est pas là pour prendre parti, il est là pour appliquer la loi. Et d'ailleurs, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'agents de police, des Mossos d'Esquadra, qui sont un peu perdus. Je pense que c'est la raison pour laquelle on a donné cette consigne extrêmement simple: ne faites rien, c'est comme ça, c'est le plus simple, et ils prennent pas de risques. Mais il y a des Mossos d'Esquadra qui commencent à se poser des questions: qu'est-ce que je dois faire? Vous en avez certains qui disent: mais moi je veux mon transfert dans un autre corps de police parce que moi je me suis pas engagé pour violer des lois espagnoles, la constitution espagnole. Si on quitte le cas de la police même et qu'on prend celui des fonctionnaires, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe pour eux, les fonctionnaires qui sont à Barcelone par exemple, ils sont payés, si je me trompe pas, par Madrid, mais par contre, comme la Catalogne est quand même très autonome, c'est elle qui leur donne les consignes et qui leur dit ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'ils sont partagés aujourd'hui? Alors les fonctionnaires sont des fonctionnaires des communautés autonomes en Espagne. C'est-à-dire que vous êtes médecin ou professeur ou fonctionnaire municipal ou de la poste au sein de votre communauté autonome. Il n'est pas question de toucher aux fonctionnaires. Ça, Mariano Rajoy l'a dit à plusieurs reprises. Les personnes qui sont destituées sont le personnel de l'exécutif et les personnes de confiance, par exemple les chefs de cabinet, des conseillers de la Generalitat. Et pour en revenir au tableau que vous venez de montrer, il indique quelque chose qui n'est pas ce qui était forcément prévu dans l'article du 155, mais c'est un élément que l'on connaît depuis hier soir. Ce sont les élections le 21 décembre. Alors ça, c'est très important parce que une des craintes qui était associée à l'application de l'article 155 était qu'il y ait une mainmise du pouvoir central sur les institutions catalanes. En déclarant aussi vite que possible les élections, en appelant à des élections aussi vite que possible, le gouvernement de Rajoy montre son intention de n'appliquer ce décret que pour revenir
à la normalité démocratique et que pour redonner la parole aux Catalans, ce dont se félicitent les principaux journaux catalans ce matin. Redonner la parole aux Catalans, c'est évidemment comme ça que ça se passerait effectivement avec cette élection. Alors, je voudrais qu'on revienne à un autre point qui a été annoncé dans ces fameuses mesures, c'est les mesures politiques. Parmi ces mesures politiques, on le disait, destitution de Carles Puigdemont, dissolution du Parlement. Carles Puigdemont qui fait l'objet désormais d'une procédure judiciaire, procédure pour rébellion. Il encourt jusqu'à 30 ans de prison. On va aller faire un petit tour du côté de Barcelone. Retrouver Aurélie Chameroy. Aurélie, vous êtes la correspondante de BFM TV. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment va se mettre en place la dissolution du Parlement et la destitution du président catalan? Est-ce qu'on va venir le chercher, le mettre en prison? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors concrètement, donc, la mise sous tutelle du gouvernement catalan a été expliquée ce matin. C'est Soraya Sáenz de Santamaría, la vice-présidente espagnole, qui reprend la présidence du gouvernement catalan officiellement. Et c'est chaque ministre du gouvernement espagnol qui reprend chaque ministère du gouvernement catalan. Alors du côté des députés, est-ce qu'ils peuvent être arrêtés? Eh bien pas pour leur scrutin d'hier, lorsqu'ils ont voté la proclamation d'indépendance, puisque ce scrutin, ils l'ont bien fait à bulletin secret. En revanche, s'ils continuent à se réunir, par exemple, dans une session plénière, à ce moment-là, effectivement, ils entreraient en rébellion et ils pourraient être arrêtés au Parlement, par exemple. Du côté du président Puigdemont, vous l'avez dit, il y a une procédure en cours. S'il poursuit sa rébellion, s'il refuse la destitution, il pourra lui aussi être arrêté par les forces de police espagnoles. Merci Aurélie Chameroy pour toutes ces précisions. Et on voit les drapeaux qui fleurissent un peu partout au balcon derrière vous dans les rues de Barcelone. On voit cette réponse politique. J'aimerais comprendre avec vous comment on en arrivait à un tel point, une telle crispation politique, à une telle crise politique. Est-ce que Mariano Rajoy a manqué de dialogue? Est-ce que ça aurait pu être mieux géré cette crise? Je pense qu'on a affaire là à des circonstances assez exceptionnelles. On a affaire à deux chefs d'exécutif qui sont manifestement incompétents et pas à la hauteur de leurs responsabilités. D'abord Mariano Rajoy, dont l'attitude pour tout en général, c'est d'attendre et d'attendre pour voir ce qui va se passer. Bien évidemment, c'est pas ça qu'on attend des responsables politiques, surtout d'un chef d'exécutif comme le Premier ministre espagnol. Donc le problème, il est bien là, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui n'a rien voulu faire pour empêcher cette situation, qui n'a même pas engagé de proposition, de débat sur une réforme territoriale, alors que ça ne lui coûtait pas grand-chose, et ça aurait peut-être permis on aurait pu donner un peu plus d'autonomie. Et d'un autre côté, on a un Puigdemont, un président catalan, qui est là un peu par hasard, parce qu'il est venu remplacer l'ancien président Artur Mas, qui était très critiqué pour des affaires de corruption et pour sa politique économique ultralibérale, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a un Puigdemont qui n'est pas du tout à la hauteur non plus, parce qu'il n'a aucune capacité de leadership. Et je pense que ce qui s'est passé jeudi, c'est qu'il a été victime d'un chantage politique de la part du parti anticapitaliste qui se proclame anticapitaliste de la Coupe, et qui a dit, attendez, nous on avait un mandat, on avait décidé d'aller jusqu'au bout, maintenant vous allez jusqu'au bout, sinon on renverse votre gouvernement au Parlement de Catalogne. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui est très inquiétant, c'est que lorsque les indépendantistes disent, attention, Madrid n'a pas voulu parler avec nous, mais c'est ce qu'ils font au Parlement catalan. Ça fait un mois que le Parlement catalan ne travaille plus. Il ne s'occupe que du référendum du 1er octobre, et à tel point que dans la session parlementaire du Parlement catalan qui a eu lieu vendredi au moment de cette déclaration d'indépendance, qui a commencé jeudi et qui s'est finie hier, tout le monde l'a dit. Il dit, mais pourquoi vous ne voulez pas dialoguer, mais avec l'opposition au Parlement catalan qui représente plus de 50% des voix. C'est moins de 50% de députés, mais c'est plus de 50% des voix. Et le leader des socialistes catalans, Miquel Iceta, a dit « Mais attendez, il faut dialoguer. Et je suis prêt à vous accompagner, M. Puigdemont, pour dialoguer avec Rajoy, pour aller au Sénat où on l'attendait, M. Puigdemont, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Mais défendez vos idées et je défendrai les miennes et on va se retrouver autour d'une table. Dialogue qui a fonctionné ni dans un camp, refusé de se déplacer à Madrid au Sénat. Vous parliez de pourcentage et finalement ça m'amène à une question aussi sur ce que vous disiez à l'instant. Vous disiez ces élections, elles vont redonner le 21 décembre la parole aux Catalans dans leur ensemble. Parce que si on remonte un peu dans le temps, cette crise, elle a commencé le 1er octobre avec ce fameux référendum, juste pour mémoire, pour se le rappeler, ce référendum qui était illégal, qui a réuni 42,3% de participation, et le oui, nous a-t-on dit, a été voté à 90%. Mais le chiffre peut être intéressant, c'est 42,3%. C'est ça que représente aujourd'hui
les indépendantistes, ceux qui sont en train de bloquer la Catalogne? Alors bon, premièrement, la crise n'a pas vraiment commencé le 1er octobre, elle est bien antérieure. Elle date, cette crise et cette progressive radicalisation des indépendantistes catalans, du moment où Mariano Rajoy, il y a déjà plusieurs années, en 2012, est revenu à empêcher l'attribution à la Catalogne de ce qu'on appelle le coupon basque, c'est-à-dire des avantages fiscaux dont bénéficie le Pays basque. Et à partir de là, cela a entraîné une radicalisation sur fond de statut d'autonomie précédent, remise en question en 2010 par le tribunal constitutionnel et annulé par le tribunal constitutionnel. Alors, comment a été géré ce vote? Il faut remonter au vote du 6 et 7 septembre de cette année où, en un éclair, le gouvernement catalan a proposé au Parlement de voter la loi de déconnexion, c'est-à-dire intronisant les différentes modalités de sécession, le référendum qu'elle proposait pour le 1er octobre, et toutes les mesures en une séance éclair, donc sans pratiquement la discussion possible avec l'opposition ayant quitté à ce moment-là l'hémicycle. Donc ce qu'on a eu hier, c'est une répétition de cette situation de non-dialogue et de division qui avait déjà commencé le 6 et 7 septembre. Alors on va poursuivre nos échanges avec les questions de téléspectateurs qui nous ont été envoyées pendant nos échanges. Première question qui nous a été envoyée, une question que l'on va découvrir, envoyée par mail. Qui compose le Parlement catalan? Était-il représentatif? Ça rejoint un peu ce qu'on disait. On ne va pas rentrer dans le détail de la politique interne, mais question simple, oui ou non, est-ce qu'il est représentatif, le Parlement catalan qui a voté hier l'indépendance? Le Parlement est représentatif, évidemment, parce qu'il est élu comme n'importe quel Parlement. Hein, sauf qu'hier, il n'y avait que 70 députés. Oui. Alors, sauf qu'hier, il n'y avait que 70 députés. Sur 135, ça ne fait pas beaucoup. Et en plus, il y a une situation particulière, c'est que la majorité des voix des électeurs sont non indépendantistes, mais la majorité des sièges, en raison de la logique du scrutin, profitent aux indépendantistes. Donc, la question qui va se poser, c'est ce qu'il en sera pour les élections du 21 décembre, bien sûr. Question de légitimité, effectivement. Et là, les sondages du Periódico de la semaine dernière semblent indiquer un maintien des voix des indépendantistes, mais au détriment de la formation de Puigdemont, parce qu'il faut comprendre que Puigdemont vient du PDeCAT, c'est-à-dire de l'ancienne Convergencia i Unió, qui est devenue ensuite Convergencia Democrática de Catalunya. Il a fallu changer le nom parce qu'il y avait tellement d'affaires de corruption dans Convergencia i Unió que ce n'était pas très crédible. Et ces gens-là appartiennent au centre et à la droite catalane. Donc ils sont aujourd'hui finalement peu écoutés. Tous les conseillers de Puigdemont qui étaient en désaccord avec les solutions indépendantistes qu'il proposait sont partis et il est devenu l'otage de la coupe et donc des éléments les plus radicaux de sa coalition. C'est ce que vous nous expliquez il y a un instant. Deuxième question de téléspectateur qui nous a été envoyée, une question via Twitter. Madrid peut-il envoyer l'armée? C'est vrai que c'est une question qu'on a fini par se poser. C'est-à-dire c'est ce qu'il faudrait qu'il ne se produise jamais. On n'est pas là pour, si vous voulez, moi je disais sur un autre média il n'y a pas longtemps, je disais, vous savez, moi mes grands-parents ont connu la guerre civile. J'ai pas envie d'avoir un affrontement civil, ni en Catalogne, ni dans le reste de l'Espagne. On est en Espagne dans une démocratie, on est dans un état de droit. Depuis 40 ans, ça fonctionnait très très bien. Tout peut être mis sur la table, toutes les idées peuvent être défendues. Imaginez que l'un des partis indépendantistes s'appelle Gauche républicaine de Catalogne. C'est-à-dire le nom même n'était pas prévu dans une Espagne qui est une monarchie constitutionnelle, et pourtant ce parti existe depuis des années. Ce qui veut dire que toutes les options sont défendables, toutes les options politiques. Le problème, quel est-il? C'est que les indépendantistes, comme on vient de le dire, n'étant pas majoritaires en voix, ils n'auraient jamais été majoritaires, même au Parlement, s'ils s'étaient présentés chacun pour son parti. Et là, la configuration qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en 2015, deux partis qui sont la droite libérale et la gauche, celle dont je viens de vous parler, se sont présentés ensemble. Sans cette alliance électorale, qui est vraiment une alliance électorale, probablement ils ne seraient même pas majoritaires aujourd'hui au Parlement de Catalogne. On prend une troisième question de téléspectateur qui nous a été envoyée via mail. La Catalogne n'est-elle pas victime d'un coup d'État? De la part des indépendantistes, oui, très certainement, parce que, on l'a dit tout à l'heure, et si vous voulez, quand on regarde dans le détail, on est frappé par un fait qui est évident. Pour modifier le statut d'autonomie de la Catalogne, il faut une majorité qualifiée, qui est de 90 députés sur 135. Et pour déclarer l'indépendance, comme on l'a fait hier, il a suffi de 70 députés. Ils n'ont même pas fait le plein de leur propre voix.
Alors peut-être que c'est une manipulation pour ne pas identifier les députés qui ont voté en faveur de l'indépendance parce qu'ils savent qu'ils encourent des sanctions légales, mais on a eu 70 voix et on n'est même pas arrivé à 72, qui était le nombre des députés qui ont voté la loi d'organisation du référendum qui a été déclarée inconstitutionnelle. Donc le vote d'hier reflète au minimum une très grande division. Je pense que Puigdemont et ses alliés indépendantistes portent une responsabilité historique aujourd'hui. Ils ont une responsabilité historique parce qu'ils ont pris le risque d'une division profonde de la Catalogne et pour longtemps. Et je pense qu'il faudra qu'ils en assument les conséquences d'une manière ou d'une autre. Et on va suivre, évidemment, continuer à suivre sur BFM TV cette histoire qui est en train de s'écrire en Catalogne. Merci José Rosas Alonso, merci Zahira Carandel d'être venue sur le plateau de BFM TV nous aider à mieux comprendre la situation. Dans un instant, le retour de l'ultra-gauche en France. Des gendarmes et leurs familles ont été pris pour cible cette semaine à Mélan. Qui sont ces activistes que l'on qualifie d'anarcho-libertaires? Le décryptage, c'est à suivre dans une seconde.